Hello et bienvenue sur Parole bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Aujourd'hui, on a la chance d'échanger avec Thierry Daher sur la respiration et comment est-ce que la respiration peut nous aider à gérer nos émotions. On va parler plein de sujets, de la méditation, mais pas que. Et surtout, je te laisse te présenter, Thierry. Merci Clément. Donc, je m'appelle Thierry Daher, j'ai 57 ans, j'ai vécu 27 ans de ma vie à New York. J'ai vécu une vie d'entrepreneur, donc j'ai monté plusieurs sociétés, notamment dans la technologie et également dans la production de films. Voilà, une vie à New York plutôt bien remplie, assez active, assez stressante. Et ça m'a poussé, il y a une quinzaine d'années, à commencer à m'intéresser au yoga, puis à partir de là à la respiration et enfin à la méditation. Alors, sans trop rentrer dans les détails, disons que 15 ans plus tard, je suis de retour en France depuis maintenant presque 3 ans. Je suis devenu professeur, ou en tout cas coach certifié en respiration, professeur de yoga. Je donne des cours également d'introduction à la méditation. Et je suis également professeur certifié d'une technique qui s'appelle Search Inside Yourself, qui est une technique de développement de l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, j'exerce ces activités dans le cadre d'une jeune société que j'ai créée qui s'appelle Positive Solutions. Et j'interviens principalement en entreprise, mais également en one-to-one, donc c'est-à-dire en tant que coach ou dans des formations pour une seule personne à la fois. C'est plein de belles choses. Alors, peut-être déjà de revenir aux bases, parce que en fait, on entend beaucoup parler de la méditation. Et en fait, les questions qu'on se pose souvent, c'est pourquoi? Et surtout, en fait, c'est quelque chose qui est pas simple. Toi, comment tu parles justement de la méditation? Alors, pour moi, la méditation, c'est un peu comme, c'est une hygiène de vie, d'abord. Un peu comme se brosser les dents. Sauf que là, on n'enlève pas la mauvaise haleine, on enlève les mauvaises pensées. Ou en tout cas, on commence à pouvoir contrôler et mieux gérer ses pensées et ses émotions. Je suis pas d'accord quand on dit que c'est pas simple, la méditation. C'est simple. En revanche, c'est pas facile. Simple et facile sont deux mots, enfin, sont deux concepts assez différents. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je l'approche? Moi, je considère ça, au-delà d'une hygiène de vie, comme de la gym, comme du sport. Si on considère le cerveau comme un muscle, ce qu'il est en partie, puisqu'il permet, il y a un phénomène qu'on appelle la neuroplasticité, et dont la science nous dit qu'elle permet de développer certaines parties du cerveau par des pratiques. On peut dire le cerveau, c'est effectivement, outre ses multiples autres fonctions, un muscle que l'on peut développer à n'importe quel âge en pratiquant une certaine gym, une certaine gymnastique que l'on peut appeler ou que l'on appelle parfois la méditation, qui sont en fait un ensemble de familles de pratiques qui visent à faire des exercices mentaux, des exercices cognitifs pour nous permettre de développer nos capacités, soit d'introspection, soit de concentration, soit de calme, soit de meilleure gestion des émotions. Enfin, la liste est assez longue, mais le principe de base reste quand même de travailler sur un certain nombre de fonctions cognitives auxquelles on a tous accès, hein, quel que soit notre background, notre niveau d'éducation. Il n'y a aucun prérequis ou aucune barrière à l'entrée quasiment. Et qu'est-ce que tu conseilles pour se lancer? Parce que tu fais en fait des séances du coup pour aider les personnes à commencer. Et pour autant, c'est pas simple. Enfin, moi, le premier, j'ai beaucoup de mal à le faire de manière très régulière. J'essaie de méditer, je dois méditer peut-être 2 fois par semaine et j'ai beaucoup de mal à vraiment le faire tous les jours. Et quels conseils tu pourrais me donner ou tu pourrais donner à des gens qui sont en train de débuter? Alors déjà, moi, j'utilise deux approches qui sont complémentaires. J'utilise la respiration et j'utilise la méditation ou ce qu'on peut appeler des pratiques de pleine conscience. Donc la respiration, très important parce que ça nous permet, quand on respire par le nez notamment, d'avoir un accès direct et un impact direct sur notre système nerveux, sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome, et dans le système nerveux autonome, la branche du système nerveux qu'on appelle parasympathique.
Le parasympathique concerne un certain nombre de nerfs, mais principalement, en tout cas, le nerf principal du système nerveux parasympathique, c'est le nerf vague, qui est un nerf crânien, le plus long des nerfs crâniens, et qui connecte le cerveau à quasiment l'ensemble des organes internes, le cœur, les poumons, l'estomac, les viscères, etc. Le job de ce nerf vague et de ce système nerveux parasympathique, c'est de calmer l'organisme. Donc, quand on respire d'une certaine façon, notamment des inspirations longues, lentes et profondes, par le nez, on active ce système nerveux parasympathique et on calme le corps. Ça, c'est un premier point. Donc, moi, je commence souvent mes pratiques par quelques respirations lentes et profondes par le nez, de façon à me concentrer, arriver sur place et à calmer mon corps. Puis, il y a de nombreuses techniques de méditation, mais je dirais la plus simple, ou une des plus simples, qu'on appelle la méditation de concentration, consiste à amener toute son attention notamment sur un point d'ancrage, donc souvent la respiration. L'avantage de la respiration, c'est qu'on l'a toujours avec nous, elle est toujours présente. Donc, amener son attention sur la respiration et quelques instants plus tard, lorsque le cerveau s'accroche à une pensée et commence à dériver au fil de cette pensée, quand on se rend compte qu'on pense, on ramène son attention sur la respiration. Et cet aller-retour entre les pensées et le point focal, le point d'ancrage, c'est ça la pratique méditative. Je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que tu disais. Tu disais, j'ai beaucoup de mal à méditer. En fait, moi, de mon expérience, il n'y a pas de performance dans la méditation. Il n'y a pas de succès en méditation, c'est juste une pratique. Par exemple, encore une fois, si on prend l'exemple du brossage de dents, on dira jamais, ce matin j'ai eu un super brossage de dents, et alors hier, en revanche, voilà, j'ai eu du mal à me brosser les dents, hein. Non, ben voilà, on se brosse les dents, il y a des jours où peut-être c'est un peu douloureux, peut-être qu'il y a des jours où on a les gencives qui saignent, je ne sais pas. Mais ça reste quand même une pratique. De la même façon que quand on va à la gym, dans une salle de sport, pour, je ne sais pas, faire de la musculation avec des poids, bon, ben, ça reste soulever des haltères. Des jours, ça sera plus facile, d'autres, ça sera moins facile. Mais il n'y a pas vraiment de performance. Ce qui fait que le muscle va se développer, c'est qu'on est en résistance face au poids, face à l'haltère. Et ben, dans la méditation, c'est un peu la même chose. Ce qui fait que la neuroplasticité va faire son effet, c'est parce que on va résister à l'automatisme du cerveau de s'accrocher à une pensée. Et on ne va pas le résister en repoussant la pensée, on va résister juste quand on se rend compte qu'on pense à autre chose. On laisse la pensée où elle est et on ramène l'attention sur le point d'ancrage. Voilà. Et donc, il y a des jours où on va avoir le cerveau, l'esprit très excité, et donc on va se retrouver en permanence à faire cet aller-retour, et il y a des jours où ça sera plus simple. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est se taper dessus. La méditation, elle doit venir avec deux qualités, deux attitudes plutôt. La première, c'est la curiosité. Chaque fois que vous méditez, essayez de rester curieux ou curieuse. La deuxième, c'est de la gentillesse par rapport à vous-même. La pire erreur qu'on puisse faire, à mon sens, c'est se mettre un coup de pied au cul en se disant je n'y arrive pas. Il n'y a pas de performance dans la méditation. Ça n'est qu'une pratique. Donc, à partir du moment où on laisse tomber cette idée de performance, qui, je dirais, malheureusement, est souvent colportée par la presse bien-être, par des gens qui, à mon sens, ne savent pas de quoi ils parlent. Ils nous expliquent, oh, la méditation, il suffit de faire le vide dans son esprit. C'est pas possible. Il n'y a rien de plus dur que de faire le vide dans son esprit. Même quand on est le Dalai Lama ou Mathieu Ricard. Je suis désolé, ça n'existe pas. Ces journalistes qui disent ça, je pense qu'ils devraient changer de métier. Le, 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 le but de la méditation, c'est de pratiquer. C'est pas d'arriver à un stade particulier où votre esprit s'arrête. Il ne s'arrêtera pas. Le cerveau est programmé par défaut pour continuer à penser tout le temps. Donc, grâce à ces pratiques méditatives où on fait des allers-retours entre la pensée parasite et le point d'ancrage, on gagne quelques petites secondes pendant lesquelles le cerveau se met sur pause et la tension commence à descendre. Voilà ce que je peux te dire en introduction. C'était un peu long. C'est très long, Thierry. Ça permet vraiment de venir aux bases et
et tu m'apprends des choses, donc j'espère que ça plaira à une personne qui écoute. En fait, tu disais que la méditation, c'est pas une performance, mais pour autant, j'ai l'impression que c'est lié aux performances, par contre. Parce que je vois beaucoup de personnes qui méditent, souvent, bah, ils gèrent plutôt bien dans leur travail, dans leur vie, et tu sens une amélioration presque je dirais, de la qualité de vie. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Et est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'il y a Oui, des... absolument. Alors, le truc très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'il n'y avait pas il y a peut-être 20 ou 30 ans, c'est qu'il y a une science de la méditation. C'est-à-dire que la science occidentale, notre science française, américaine, anglaise, enfin voilà, nos universités, nos grands labos, se sont penchés sur la méditation et font des tests et des études scientifiques très régulières. Et donc, aujourd'hui, dans les derniers chiffres que j'ai eus, on sait qu'il y a à peu près 3000 études scientifiques par an qui sortent sur les impacts positifs de la méditation. Et ça, en croissance depuis le début des années 80. Donc, si vous imaginez une courbe de croissance continue, début des années 90, fin des années 80, début des années 90, il y avait à peu près 50 à 60 études par an qui sortaient. Et aujourd'hui, on en est à 3000, ou 3000 plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de nombreuses études qui démontrent les bienfaits de la méditation. Et notamment, comme tu viens de le dire, de meilleures performances. Donc, pratiquer en soi, ce n'est pas une performance. En revanche, les bénéfices sont innombrables. C'est d'ailleurs assez incroyable. On s'est rendu compte, moi sans vraiment savoir pourquoi, que la méditation augmente les défenses immunitaires. On sait que 8 semaines de méditation à raison de 15 à 20 minutes par jour permet de développer le cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie pensante du cerveau, d'environ 5%, qu'on appelle la matière grise. Donc littéralement, quand vous méditez régulièrement, ne serait-ce que quelques semaines, vous développez votre intelligence. En tout cas, le siège dans le cerveau de l'intelligence. Autre bienfait, on devient beaucoup plus calme, beaucoup plus clairvoyant. On est également beaucoup plus sociable, c'est-à-dire qu'on est plus réceptif aux émotions des autres. Et pour moi, le bénéfice qui a fait le plus de différence, au-delà du fait que ça m'a calmé, ça m'a permis de sortir d'un stress récurrent, c'est la capacité d'introspection que ça m'a donnée. Et au travers de cette capacité d'introspection, donc ça veut dire quoi, introspection? Ça veut dire la, la possibilité, la capacité à observer et à mieux comprendre ses propres pensées et ses émotions, et après à les gérer. Aujourd'hui, ça fait 7-8 ans que je médite. Alors, je médite plutôt beaucoup par rapport à une personne lambda. Je fais à peu près 1 heure par jour. Et c'est très peu par rapport, par exemple, à un moine bouddhiste. Puis j'ai fait quelques retraites un peu plus longues, mais un peu plus intenses. Mais j'en suis à peu près là. Donc, ce que ça m'a permis de faire, c'est qu'en fait, je suis devenu beaucoup plus tolérant par rapport à moi-même, beaucoup plus clair par rapport à mes émotions. Et j'en suis au stade où, la plupart du temps, je vais choisir une émotion ou pas. Donc ça, c'était quand même, quand j'ai réalisé ça, il y a quelque temps déjà, j'étais un peu sur le cul. Je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire cette histoire. C'est un peu comme si j'étais passé, en ce qui me concerne, hein, d'une image relativement floue de ce que je ressentais ou de ce que je pensais à de la haute définition. Je suis passé en HD. Donc ça, c'était quand même un point vraiment puissant. Et le corollaire de ça, c'est que quasiment instantanément, plus je devenais clair par rapport à mes propres émotions, d'où elles venaient, comment je pouvais les gérer, plus je les voyais clairement chez les autres. Et ça, c'est un phénomène quasi systématique. Je ne saurais pas l'expliquer, mais à partir du moment où je suis devenu clair par rapport à mes motivations, par rapport à mes émotions, par rapport à mes pensées, j'ai commencé à pouvoir observer de façon assez automatique celle des autres. Et donc, ça m'a donné une bien meilleure approche, une bien meilleure communication avec autrui. Voilà. Donc, après, on peut continuer hein, pendant très longtemps sur les bénéfices de la méditation. Il y en a des douzaines. Je vous engage d'ailleurs à aller voir sur Internet.
Vous verrez, la liste est longue. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces bénéfices médicaux, là, pour la plupart, sont confirmés par des études scientifiques. Donc, il n'y a même plus photo. C'est-à-dire, on n'est pas en train de se poser la question de savoir si ça marche ou pas. Ça fonctionne. C'est confirmé par la science. Et il y a de nombreuses études et des livres en pagaille qui en attestent. Donc, d'ailleurs, je me demande très sincèrement pourquoi ça n'est pas enseigné dans les écoles. Enfin, ça me paraîtrait être levé à bas. Et d'après ce que je sais, ça commence à être enseigné un petit peu dans les très grandes écoles, type INSEAD ou HEC. Donc, il y a des cours de pratique, de pleine conscience, de développement de l'intelligence émotionnelle. Mais en France, on en est au balbutiement. Aux États-Unis, en Angleterre, ils sont un peu plus avancés que nous quand même. Et justement, en fait, c'est ce qui est intéressant de ce que tu expliques, notamment dans la gestion des émotions, c'est que, en fait, en tant que personne bipolaire, c'est un truc qui est encore plus important, entre guillemets, parce que mes émotions fluctuent encore plus que la moyenne, on va dire. Mhm. Donc, c'est vrai que ça commence à se faire un petit peu en hôpital. C'est des choses qui se font de plus en plus. D'aider à pratiquer justement la méditation, la respiration, etc. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment utilisé dans la médecine et ça a des effets extraordinaires. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez génial. Enfin, grâce à notre rencontre, alors, j'ai pas encore trop réussi à faire de la méditation, mais la respiration avec le nez, je le fais beaucoup plus et ça me fait énormément de bien. Donc, je tenais juste déjà à te remercier. Et il y avait un point aussi que tu as évoqué, c'était sur la différence entre, par exemple, les États-Unis et la France. Et pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est si peu encore connu en France et si peu pratiqué? Alors là, c'est un avis qui n'engage que moi déjà. Je ne veux pas dire que c'est si peu pratiqué, c'est en retard. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui pratiquent la méditation en France. Il y a des gens extrêmement qualifiés qui en parlent, qui passent à la télévision, enfin qui le popularisent, hein. Christophe André, Mathieu Ricard, enfin tous ces gens-là qui sont vraiment, vraiment top niveau. En revanche, je vais te donner un exemple. Un petit article que j'ai écrit, que j'ai publié sur LinkedIn récemment. Ça fait plus de 10 ans que le Parlement britannique a créé un programme qui s'appelle Mindfulness UK et dans lequel il propose des cours de méditation aux députés britanniques et alors aux fonctionnaires. Et de mémoire, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois ils ont formé 280 personnes du Parlement qui sont allées faire ces pratiques. Et ces personnes, quand même, ce sont des anciens ministres, ce sont des députés, ce sont ce qu'on appelle là-bas des MPs, ce sont des hauts fonctionnaires. Et quand ils en parlent, ils disent qu'en fait, bon, alors ils font beaucoup de compliments ils sont très élogieux par rapport aux résultats de la pratique. Mais ce qu'ils disent, moi, que je trouve assez intéressant, ils disent ça n'a pas changé nos opinions politiques. On n'est pas devenus des bisounours. Mais en même temps, ça nous permet de mieux être en désaccord. Plus de respect, plus de considération, plus d'écoute. Donc, ça, c'est les Anglais. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. En France, j'aimerais bien voir les députés de la France insoumise méditer à côté de ceux de Renaissance ou de n'importe quel autre parti. Enfin, je trouverais ça fascinant. Mais en même temps, pas idiot. Enfin, à partir du moment où on commence à être d'accord sur ce qu'on a en commun, ce qui nous divise devient peut-être un peu moins important. Voilà. Après, pour répondre vraiment à ta question, mon avis perso sur pourquoi est-ce qu'on est un peu en retard en France à ce niveau-là, je crois que c'est un ensemble de choses. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler l'esprit cartésien. Deuxièmement, mais je pense pour moi c'est le problème principal, c'est la perception culturelle de la méditation. Quand tu dis méditation en France, c'est un petit peu un gros mot. En tout cas, quand tu le dis en entreprise, quoi.
Pourquoi? Parce que méditation, ça veut dire tout de suite, l'association mentale que vont faire la plupart des gens, c'est le Dalai Lama ou Mathieu Ricard, donc un moine bouddhiste en robe, ou alors une yogi sourire béat sur le sommet d'une montagne. Enfin bon. Donc c'est bien beau tout ça, mais c'est très image d'Épinal. C'est très loin de la gymnastique mentale qui est vraiment, à mon sens, la méditation. Donc il y a une espèce de barrière culturelle. Tout de suite, on se dit, oh là là, mais c'est un truc de Zazou. Moi, j'ai pas envie de respirer de l'encens, d'entendre des gongs. Et cette image, elle est quand même colportée par la presse bien-être. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de honte, il y a une espèce d'hésitation qui est due à une étiquette culturelle qu'on a collée sur cette pratique. Et ce qui est assez intéressant, et parce qu'on est cartésien, on a du mal à s'en défaire. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'explication d'ensemble, hein, c'est le- la, la raison culturelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu les statistiques, nos voisins, qui sont quand même des gens assez logiques, je peux parler des Suisses allemands et je veux parler des Allemands, ils sont très très en avance. Il y a énormément de programmes de pleine conscience dans les entreprises, dans les organisations, et ils sont très ouverts. On peut difficilement taxer les Allemands ou les Suisses allemands de ne pas être logiques, de ne pas être carrés dans leur travail. Enfin. Donc, voilà, moi je pense la vraie barrière en France, elle est culturelle. Et si on met ça de côté et qu'on s'y intéresse de façon neutre et laïque, moi, ce qui est mon approche, et c'est ce que je propose, on arrive très vite à se rendre compte qu'en fait, il s'agit d'une gymnastique mentale qui fait énormément de bien et qui a des effets absolument incroyables sur la santé, en positif. Et donc, bien sûr, tu parlais de la condition bipolaire, c'est encore plus fort, encore plus intéressant. Voilà, si on souffre d'une pathologie qui a un impact mental ou un impact nerveux. Alors là, je veux faire une petite différence par rapport à ce que je sais. Hein. Je ne suis pas du tout médecin, donc je peux m'exprimer en tant qu'autorité médicale, même si je lis énormément et je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Il y a deux choses là-dedans. La respiration, à partir du moment où on sait un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire respirer par le nez, savoir que l'expiration va calmer le corps, faire des inspirations et des expirations longues et profondes. Je pense qu'il n'y a pas de prescription. On peut respirer mieux tout le temps. Et là, je vous engage à regarder, il y a un certain nombre de sources sur Internet. Moi, j'ai fait une école de respiration qui s'appelle la Breathing Academy à Annecy, qui était vraiment super. Ça, c'est pour former des coachs, mais on peut le faire aussi sans vouloir forcément être coach. Et il commence par nous apprendre la mécanique respiratoire, donc c'est-à-dire la morphologie de la respiration, la chimie respiratoire, etc. Maintenant, en ce qui concerne la méditation de concentration, selon les pathologies, ça peut ne pas être recommandé de pratiquer ça sur des longues durées. Je me suis retrouvé dans des retraites, des séminaires assez intenses, où il faisait très attention justement de bien s'assurer que les personnes qui étaient présentes ne souffraient pas de pathologies importantes. Parce que je pense, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire, que des pratiques méditatives longues, c'est-à-dire au-delà d'une demi-heure, peuvent créer des sentiments d'anxiété très forts chez des personnes qui peuvent qui peuvent souffrir de bipolarité. Alors la limite là-dedans, je ne la connais pas, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Je sais que, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, jusqu'à 15 à 20 minutes, même un peu plus, il n'y a aucun problème. Mais qu'en revanche, sur des longues durées, ça peut créer des sentiments d'anxiété et de panique. Voilà. Donc, avant de vous engager, si vous commencez à méditer 10 minutes, un quart d'heure, je pense qu'il n'y a aucun problème. Si jamais vous voulez vous engager dans une pratique un peu plus longue, ça vaut peut-être le coup de vous renseigner un peu, voire de consulter, voilà, pour avoir un avis médical. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti!
Ouais, et là-dessus, tu as raison, et c'est bien parce que j'allais te poser la question justement sur le temps de méditation. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit exercice de respiration? J'avais beaucoup aimé ce que tu avais fait la dernière fois. Je pense que ça peut être sympa pour ceux qui nous écoutent et pour moi-même dans le podcast. Bien sûr, avec plaisir. Alors, attends, tu sais quoi? Donc, exercice de respiration, ben, je vais vous proposer trois petits exercices. Ok. C'est un peu une boîte à outils contre le stress. Donc, c'est votre couteau suisse. Donc, le premier exercice, c'est ce qu'on appelle la respiration complète. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Et le troisième exercice, c'est une très bonne respiration pour s'endormir, si jamais vous êtes, par exemple, insomniaque. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Dans les trois exercices, on va inspirer, expirer par le nez. L'idée, c'est de contrôler son flux d'air à l'entrée, son flux inspiratoire et expiratoire. Donc, premier exercice, respiration complète, c'est très simple. Donc, si vous êtes debout, restez debout. Si vous êtes assis ou assise, restez assis. Le dos droit, si vous avez les bras croisés, décroisez-les. Les mains peuvent être sur la table ou sur vos cuisses. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou mi-clos ou les refermer si ça vous aide à rentrer à l'intérieur. Et commencez à inspirer longuement par le nez, sentir la poitrine qui se gonfle, les côtes flottantes qui s'écartent. Et quand vous avez les poumons pleins, sans trop forcer, laissez l'air s'échapper avec sa pression naturelle. Sur votre prochaine inspiration, essayez de sortir le ventre à l'inspire. Puis quand le ventre est gonflé, gonflez la cage thoracique, laissez l'air remonter jusqu'en haut de la poitrine, jusqu'aux clavicules, et là, laissez l'air s'échapper avec sa pression naturelle. On va le faire une troisième fois. À l'inspiration, sortez le ventre, puis gonflez la cage thoracique, puis laissez l'air remonter jusqu'aux clavicules, et laissez l'air s'échapper. On va garder cette forme respiratoire, c'est-à-dire ventre, thorax, poitrine ou pectoraux, à l'inspire. À l'expire, on laisse toujours l'air s'échapper avec sa pression naturelle jusqu'à son point d'équilibre, c'est-à-dire le moment où l'air s'arrête de sortir par lui-même, et on reprend l'inspire. Sauf que cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer sur ce qu'on appelle une respiration carrée, ou ça s'appelle la boîte aussi, ou en yoga, ça s'appelle Samavriti Pranayama. Cette respiration, elle a la vertu de calmer et sans trop s'endormir. Donc de calmer et d'équilibrer les énergies. C'est une pratique respiratoire qui est très utilisée dans beaucoup de domaines, notamment par les forces de l'ordre, notamment par les forces spéciales, le GIGN, les services secrets, et vraisemblablement une bonne partie des soldats qui sont dans les tranchées aujourd'hui en Ukraine, parce qu'elle permet de se calmer très vite, de calmer son corps et de calmer son esprit. Donc comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle est très simple. Ici, on va faire 4 modes respiratoires. Inspiration, petite rétention, une petite apnée, expiration, et à nouveau une petite apnée. OK? Donc elle s'appelle carré parce qu'on va inspirer pendant 4 à 5 secondes. On va le faire 4 secondes juste pour commencer. Retenir la respiration pendant 4. Expirer pendant 4. Retenir pendant 4. Et ce cycle de 4, on va le faire 4 fois. Donc je vais compter les 3 premiers et le dernier, on le fera en comptant dans nos têtes. OK? Donc toujours par le nez, par d'une respiration naturelle. Et on va inspirer pendant 1, 2, 3, 4. Retenez pendant 4, 3, 2, 1. Expirez 1, 2, 3, 4. Et retenez en bas 4, 3, 2. Inspirez 1, 2, 3, 4. Bloquez 4, 3, 2, 1. Expirez 1, 2, 3, 4. Et bloquez en bas 4, 3, 2. Inspirez 1, 2, 3, 4. Retenez 4, 3, 2, 1. Expirez 1, 2, 3, 4. Et retenez en bas 4, 3,
2, 1. Le prochain cycle, on le fait en silence en comptant dans nos têtes. Voilà. Donc ça, c'est la respiration carrée. Ça prend 1 minute et demie maximum. Donc vous pouvez le faire tout le temps. Moi, je le fais souvent avant de rentrer en rendez-vous ou quand je passe d'un sujet à l'autre qui me demande pas mal de concentration. J'ai besoin de faire un petit break. C'est mieux qu'une cigarette, ça marche mieux et ça fait moins de mal. Le troisième exercice respiratoire, c'est ce qu'on appelle un 3-6 ou 4-8. Qu'est-ce que c'est? En fait, quand on s'endort, la respiration change et les expirations s'allongent. Et ça stimule le nerf vague dont on parlait précédemment et ça envoie un signal au cerveau et aux organes internes que le corps est en train de s'endormir. Et donc, ça ralentit le corps, ça ralentit le cerveau et les expirations s'allongent pour faire à peu près le double des inspires. Donc, de façon automatique, on va inspirer sur 3 ou 4 et on va expirer sur 6, 7 ou 8 secondes. Ça, c'est ce qui se fait naturellement au moment où on s'endort. Ce qui est très intéressant, c'est que si on ne dort pas et qu'on prend cette respiration-là, ce mode respiratoire, on envoie quand même le même message au cerveau et aux organes internes. Et donc, en quelque sorte, on hack le système nerveux ou le cerveau en lui disant « Eh, regarde, je suis en train de m'endormir ». Et le cerveau suit. Cette pratique-là, alors on va la faire ensemble, hein, on va faire juste quelques inspire-expire en 3-6. Si vous n'arrivez pas à expirer pendant 6 secondes, vous n'arrivez qu'à 5, 5 secondes, c'est très bien. Cette pratique, je l'apprends à tous mes élèves, je la fais dans quasiment tous mes ateliers, tous mes cours. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui viennent me voir, qui me rappellent après, qui me disent Thierry, ça m'a changé la vie, c'est tellement simple, j'arrive maintenant à dormir. Ou alors oui, je me réveille toujours la nuit, mais j'arrive à me rendormir. Donc, on va essayer de ne pas s'endormir, là, ce coup-ci, on ne va pas le faire trop longtemps. Mais si vous commencez à bâiller, c'est naturel, c'est normal. Donc, imaginez que vous voulez vous endormir, par exemple. Profitez-en pour non seulement vous respirer, mais vous pouvez méditer en même temps. Encore une fois, comment vous faites ça? Très simple. Vous observez les sensations de votre respiration sur le corps. Donc, ça peut être la température de l'air qui rentre dans les narines, le thorax qui se gonfle, le contact de la peau sur les vêtements ou sur les draps si vous dormez, etc. Et dès que vous pensez à quelque chose, vous laissez la pensée où elle est, vous ramenez votre attention sur la respiration. Ça, c'est le processus de méditation, sans se juger. Hein. Le processus de respiration, on va le faire ensemble. Donc, toujours pareil, on inspire, on expire par le nez. Et on va inspirer sur 1, 2, 3, expirer 6, 5, 4, 3, 2, inspirez 1, 2, 3, 4, expirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspirez 1, 2, 3, 4, expirez 6, 5, 4, 3, 2, inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revenait une respiration naturelle. Voilà, ça c'est un petit déstressant de poche. Vous avez un accès direct à votre système nerveux grâce à ces pratiques respiratoires. Pour la petite histoire, si vous respirez beaucoup par la bouche, ce qui arrive à la plupart des gens, vous n'êtes pas seul, ça n'est pas idéal. Pourquoi? Parce que de la même façon que la respiration nasale et notamment l'expiration active le système nerveux parasympathique, la respiration buccale, elle, active le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux du stress et de l'action. Donc si vous allez faire du sport et que vous voulez absolument monter dans les tours, ok, la respiration buccale, c'est pas mal, mais vous allez vous mettre en stress. Donc voilà, je veux juste vous
S'il y a une chose que vous devez retenir de tout ça, respirez par le nez et l'expiration nasale, c'est le frein. Voilà. Donc voilà, ça c'est quelques petites pratiques respiratoires. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais je dirais qu'avec celle-là, déjà, on peut se tirer de quelques situations. Ouais, et c'est assez impressionnant, hein, parce que là, je le vois, on a passé quoi, quelques minutes et mon cerveau me donne du plaisir, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, il me dit: «Ah, c'est cool» et il m'envoie du c'est assez impressionnant quand même. Après, tu sais, le corps est quand même très bien fait. Et la plupart des hormones qui circulent dans le corps, bah, elles sont produites sur commande du cerveau. Donc, à partir du moment où tu te calmes, tu rentres en respiration, tu es plus en équilibre, bah, le cerveau est content. Et donc, il te le rend. C'est aussi simple que ça. C'est la beauté du corps humain. Est-ce que tu as des conseils par rapport au moment où on peut justement méditer et même faire ces exercices de respiration? Tu parlais, du fait de le faire avant un rendez-vous, mais lorsqu'on a besoin peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, enfin, toi, qu'est-ce que tu recommandes généralement? Écoute, moi, ce que je fais, et là, encore une fois, ça n'engage que moi. Moi, j'aime bien méditer le matin. Première chose. Parce que enfin, ça a plein d'avantages. D'abord, perso, je suis plutôt du matin. Donc, ma routine, c'est que je me lève le matin, j'ouvre les yeux, je vais me faire un café et je me pose et je médite. Pourquoi? Un, ça me met quelque part sur la bonne fréquence pour le reste de la journée. Ça calme ma journée. Deuxièmement, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, je sais que j'ai ma pratique de méditation, que je l'ai faite. Et donc, si j'ai besoin, j'ai envie d'en faire un peu plus dans le reste de la journée, je le fais, mais c'est du gras, c'est du bonus. Ensuite, je pense vraiment que ça donne le ton pour le reste de la journée. Quand je médite le matin, je suis beaucoup plus calme pour le reste de la journée, beaucoup plus équilibré. Je suis plus social, je suis plus gentil. Donc pour moi, c'est une base. Il y a des personnes qui sont plus du soir, qui aiment bien méditer le soir. Idéalement, en tout cas dans les méthodes que j'ai apprises, on nous enseigne que le mieux, bah, c'est de méditer le soir et le matin, ou le matin et le soir. Je t'avoue que moi, je ne suis pas très assidu le soir. Je suis pas très assidu le soir. Je le fais de temps en temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pratique dédiée. Après, il y a un autre type de pratique qui s'appelle la pratique intégrée. La pratique intégrée, c'est je vais méditer ou je vais faire des exercices de respiration tout au long de la journée en support, en soutien ou en complément de mes activités quotidiennes. Donc, je te donne un exemple. La respiration nasale qu'on a fait tout à l'heure, il y a une pratique qui s'appelle les 3 respirations. Comme son nom l'indique, c'est juste 3 respirations. J'aime bien faire cette pratique quand il y a quelque chose de désagréable qui vient d'arriver. Quelque chose de désagréable, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une voiture qui manque de me renverser en pleine rue, quelqu'un qui me gueule dessus, un email pas sympa que j'avais envie de recevoir que je reçois, un coup de fil d'un ami ou de ma conjointe qui, je sais pas quoi, enfin, bon, on n'est pas d'accord. Enfin, voilà, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être grave, ça peut être pas grave, mais en tout cas, ça risque de produire un effet pas très agréable en moi et ça risque de me faire réagir de façon automatique et agressive. À partir du moment où cet événement arrive, avant de réagir, je vais prendre 3 inspirations et 3 expirations. Sur la première, je me concentre sur la respiration elle-même. Sur la deuxième, je me calme, je me concentre sur la notion de calme. Et sur la troisième, je me pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant? Et au bout de la troisième respiration, je vais réagir. Ou pas. Cette petite pratique, c'est une des plus puissantes que je connaisse. Et ça, vous pouvez l'utiliser tout le temps. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de le dire à qui que ce soit. De toute façon, on respire. Donc, autant bien respirer par le nez. En faisant ces 3 respirations, immédiatement, vous avez accès à votre système nerveux parasympathique, vous calmez le corps et vous vous donnez quelques secondes, parce que inspire, expire 3 fois, ça fait au mieux 30 secondes. Vous vous donnez 30 secondes de break avant de réagir. Et vous faites la même chose pour votre corps.
Donc voilà, ça, les 3 respirations, vous pouvez l'utiliser tout le temps, en marchant, en rendez-vous, quand vous écoutez quelqu'un qui vous parle, quand vous êtes au téléphone, dans la queue au supermarché. Enfin, voilà, il y a aucune prescription, aucune limite. Voilà. Mais je vous dis, moi, j'aime bien de toute façon commencer ma journée par une pratique. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je respire un peu, je calme le corps, et après ça, je pars sur une méditation de concentration ou une méditation de pleine conscience. Il y a un autre point, parce que tu parles beaucoup de la respiration par le nez. Est-ce que c'est aussi un avantage de respirer par la bouche, notamment pour des exercices de respiration ou, enfin, parce que, a priori, ça calme, est-ce que j'ai compris, par rapport au nez, mais quel est l'avantage de la bouche et D'accord. parfois l'utiliser? Alors, inspirer par la bouche, il y a quasiment 0 avantage. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Expirer par la bouche, ça peut être intéressant, notamment pour générer de la force, pour générer un peu de puissance. Et dans certains exercices d'équilibre. Quand je parle d'équilibre, je parle d'équilibre des émotions. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important de respirer par le nez? Il y a beaucoup de raisons scientifiques à ça. La première, c'est que tout simplement, physiquement, dans le nez et dans les sinus, mais principalement dans les cavités nasales, on a des poils, on a des membranes qui sont là pour filtrer l'air. Donc, c'est notre premier filtre contre la pollution de l'air. Deuxièmement, on a des muqueuses qui amènent l'air à la bonne température et à la bonne hygrométrie pour que l'oxygène se libère dans les poumons. Donc, mise à température, mise à la bonne humidité, à la bonne hygrométrie. Troisièmement, et c'est sans doute le plus important, dans les cavités sinusales se fabrique un gaz respiratoire extrêmement important qui s'appelle l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz respiratoire qui, d'abord, est un vasodilatateur. Donc, ça permet au sang de mieux circuler et donc de répartir plus d'oxygène dans l'organisme. C'est un antimicrobien, antiviral, antifongique. Donc, c'est un vrai gaz qui nous protège. C'est un système de défense immunitaire, si tu veux. Et surtout, l'oxyde nitrique, il y a des recherches qui ont montré que ça permet à l'oxygène de mieux voyager au travers des membranes et de rentrer dans la cellule. Ça veut dire que l'oxygène, quand il va pouvoir passer du sang dans la cellule de façon beaucoup plus efficace. Or, cet oxyde nitrique, il est fabriqué dans les narines et dans les cavités sinusales. Donc, on ne peut en bénéficier que si on inspire par le nez. Et pour finir, même si on en a déjà parlé, inspirer et expirer par le nez, ça engage le système nerveux parasympathique et donc ça calme le corps. Il y a une dernière chose, c'est que je ne veux pas trop rentrer dans les détails scientifiques de ça, mais c'est très important. Dans une certaine mesure, moins on respire, plus on est en forme. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de respirer, hein. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais la quantité d'air qui passe par les narines, elle est forcément moins importante que celle qui passe par la bouche. Tu regardes le trou de tes narines, enfin la taille des cavités nasales par rapport à la bouche, il n'y a pas photo. Donc, si tu inspires par le nez, tu vas envoyer moins d'air dans ton organisme. Alors, encore une fois, je ne veux pas trop compliquer le truc, mais pourquoi est-ce que c'est... Et c'est très contre-intuitif ce que je dis. La plupart des gens me diront, mais non, il faut respirer beaucoup pour être bien. C'est faux. Plus tu respires par la bouche, plus tu as de chances de rentrer en hyperoxygénation, c'est-à-dire d'envoyer tellement d'oxygène dans ton sang qu'il ne peut plus passer depuis le sang dans la cellule. La création d'énergie, elle se fait dans la cellule. Quand il y a de l'oxygène qui passe dans le sang, il a fait qu'il passe de l'air dans les poumons, des poumons dans le sang. Mais là, il a fait que la moitié du boulot. L'autre moitié du boulot, c'est qu'il faut qu'il passe du sang dans la cellule. Et comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça s'il y a ce qu'on appelle un déséquilibre des gaz. C'est-à-dire s'il y a plus de gaz carbonique dans la cellule, ça va attirer plus d'oxygène. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de gaz carbonique? Eh bien, on respire moins ou on retient sa respiration. Donc, en d'autres termes, encore une fois, dans une certaine mesure, je ne suis pas en train de dire arrêtez de respirer, hein.
dans une certaine mesure. Le fait d'inspirer et d'expirer par le nez, ça régule la quantité d'air qui passe dans le sang, ça crée un petit peu de gaz carbonique dans la cellule, ce qui est très bon, parce que ça permet, via ce mécanisme du déséquilibre entre les gaz, de venir bien oxygéner la cellule. D'ailleurs, il y a un certain nombre de pratiques respiratoires qui sont beaucoup pratiquées par les sportifs de haut niveau qui utilisent l'apnée. Ça permet de faire monter le taux de gaz carbonique dans la cellule et donc une meilleure oxygénation du corps. Voilà. Mais tout ça, et par opposition, respirer par la bouche, ça a tous les désavantages quelque part. Tu n'as pas de filtre, pas de membrane, tu inspires beaucoup d'air, ce qui n'est pas forcément bon pour l'oxygénation ultime du corps, et tu as zéro oxyde nitrique. Et en plus de ça, la respiration buccale, ça va activer ton système nerveux sympathique, qui est le système nerveux du stress. Maintenant, quand tu expires par la bouche, tu as tendance à générer de l'énergie. Donc, par exemple, moi, je fais pas mal de sport. Donc, j'expire par la bouche quand je produis un effort. Donc, je vais inspirer par le nez et expirer par la bouche pour dégager de la force. Ça marche bien. Mais sinon, l'inspiration buccale, je la déconseille. Et même, ce qui est très difficile, c'est de parler en inspirant par le nez. Donc ça, c'est un petit jeu à faire, hein, si ça vous amuse. Vous pouvez, là, vous voyez, je suis obligé d'interrompre mon flux de parole parce que je vais inspirer par le nez pour pouvoir continuer ma phrase. Le réflexe naturel, malheureusement pas bon, c'est de faire ça. D'inspirer par la bouche et de continuer à parler. Quand on parle, on expire. L'air sort quand je parle. L'idée, c'est, une fois que j'ai fini ma phrase, je fais une pause, j'inspire par le nez et je continue à parler. Ça donne un rythme de parole beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et quelque part qui dans les relations professionnelles, en impose pas mal. Alors que tout ce que vous faites, c'est que vous faites une petite pause pour pouvoir inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ouais, c'est des belles techniques. Et ça évite aussi les parce qu'on parle trop vite. Il y a tout ça aussi. Et puis ça permet de penser à ce qu'on va dire. C'est pas neutre. C'est toujours mieux. C'était une super masterclass. Je pose toujours la même question à la fin, puisqu'on est un petit peu sur le sujet de la santé mentale, en tout cas sur la bipolarité. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la santé mentale, sachant que tu peux aller vraiment dans tout ce que tu veux et imaginer des trucs un peu burlesques Qu'est-ce que je changerais dans la santé mentale? Pour revenir un petit peu à ce que je disais précédemment, je rendrais les pratiques méditatives obligatoires dans les écoles. Et non seulement la méditation, mais la respiration. Je pense qu'on ne nous apprend pas à respirer. Bon, on m'a jamais appris avant que je me penche sur la question. Personne ne m'a dit pourquoi il fallait respirer par le nez. Et il a fallu que j'ai 45 ans pour commencer à m'intéresser à la méditation parce que j'étais tellement nerveux que je ne pouvais plus fonctionner. Donc j'y suis venu par un biais un petit peu obligé, curatif, alors que si on me l'avait expliqué simplement à l'école, j'aurais pu m'en servir. Il y a autre chose que Donc voilà, ça c'est ce que je ferais si j'avais une baguette magique. Il y a autre chose que je veux dire quand même, que je trouve particulièrement surprenant et remarquable à la fois. Et on s'est rencontrés, toi et moi, Clément, dans un événement pour entrepreneurs. Moi, j'ai monté des boîtes toute ma vie, donc je suis vraiment un entrepreneur. Je le fais parce que ça me plaît. Les qualités, aujourd'hui, hein, quand on demande à n'importe quel investisseur ou à la plupart des responsables des ressources humaines, les top 10 qualités pour des leaders, ils vont sortir, quelles que soient les qualités, ils vont sortir 10, 15. Et je vous propose de faire le test, là, d'aller sur Internet, encore une fois, vous tapez dans Google, top qualité pour les créateurs de start-up, par exemple, ou top qualité pour les leaders. Et vous verrez que systématiquement, entre 70 et 80% de ces qualités viennent toutes de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'intelligence des émotions. Et uniquement 15 à 20% viennent du QI.
c'est-à-dire de l'intelligence cognitive. Ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, il vaut mieux pouvoir observer et gérer ses émotions correctement et ses pensées, plutôt que de savoir faire un calcul de maths. Pourtant, dans la plupart des écoles, on vous apprend encore les maths et pas du tout à observer ou à gérer vos émotions. Voilà. Donc ça, pareil, si j'avais une baguette magique, je pense que je changerais ça. Mais ça revient au point précédent. Ouais, c'est des très belles idées et on essaiera de les pousser quand on pourra aux députés et autres. C'est vraiment un grand merci Thierry. Je mettrai bien sûr les liens que tu as indiqués en description de l'épisode. Et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet hopstage.com, hopestage.com, et je vous dis à très bientôt.